Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver pour ce nouveau JT Breton dans l'actualité de ce mercredi 29 mai 2019. C'est désormais officiel, le centre des phares et balises ouvrira en 2021. Le bâtiment choisi se situe sur le port de Brest, mais une partie du musée restera sur l'île d'Ouessant. 150 jeunes portugais, espagnols, irlandais, anglais et français réunis pour une classe de mer européenne à Moulins-Mer, c'est dans le Finistère. Et puis le château de Pontivy poursuit sa restauration. Après l'éboulement d'une partie des remparts en 2014, la reconstruction est terminée, mais le site n'est pas encore ouvert au public. C'est désormais concret, le Centre national des phares et balises s'installe sur le port de Brest. Le projet à 17 millions d'euros a été présenté ce mercredi par les élus en présence des architectes. Ouverture en 2021. C'est un bâtiment qui ne paye pas de mine sur le port de Brest. Dans 1 an et demi, il abritera le Centre national des phares et balises. Alors le projet global s'appelle Centre national des phares et il comprend 3 entités. Le musée des phares et balises à Ouessant, le Centre national des phares qui n'a pas vraiment de nom encore mais qui est la réhabilitation de l'ancienne criée de Brest et un pôle de conservation qui se situera au nord de Brest. Le projet à 11 millions d'euros a été présenté ce mercredi par les élus et les architectes sur le port de Brest. Quoi de plus pertinent que le Finistère pour implanter ce futur musée? Le département rassemble en effet 1 phare sur 5 en France. Nous sommes évidemment très fiers et très heureux d'avoir été retenus quand nous avons porté notre candidature pour ce Centre national des phares qui a été décidé lors du Grenelle de la mer, donc il y a déjà quelques années maintenant. Mais le département du Finistère était fort de ces phares, puisque c'est le département où il y a le plus de phares sur le territoire métropolitain. Le futur Centre des phares et balises rassemblera une collection importante de pièces actuellement stockées dans les réserves. De quoi proposer un parcours complet aux visiteurs. Le parcours est divisé en 3 grandes zones. La première zone, c'est comprendre la mer, donc expliquer que la mer en soi n'est pas dangereuse, mais quand ça devient un peu compliqué pour le marin quand la nuit tombe, quand il y a de la brume, quand il y a des forts courants comme le Fromver. Donc expliquer tous ces phénomènes météorologiques et topographiques qui peuvent perturber la navigation. Et ensuite expliquer quelles techniques les hommes ont mis en œuvre pour sécuriser la mer. L'investissement du Centre national sera implanté aussi à Ouessant, où le musée des phares et balises accueille chaque année 14 000 visiteurs. Le futur Centre national devrait en accueillir 3 fois plus. Ouverture prévue en 2021 à Brest et l'année suivante à Ouessant. Et on reste dans le domaine des phares comme outil de développement économique et touristique avec une application pour un jeu de piste pour aller de phare en phare dans le Nord Finistère, geocaching.com, une application sur la route des phares. On écoute les explications de Juliette Lemaire, étudiante à l'ESCAM au micro de David Cormier. C'est un circuit qui est défini. Donc nous on a choisi les phares pour promouvoir vraiment la destination. Et donc il y a des phares étapes pour arriver à une cache finale. 3 circuits répartis sur 3 zones. Donc nous avons une cache située à la Bervrac, une cache au phare Saint-Mathieu et une cache ici au phare du Minou. Alors le géocaching, le but c'est de promouvoir la destination Brest-Terres-Océane de manière ludique et pour tous. De découvrir de nouveaux lieux uniques, des panoramas à couper le souffle comme ici et de découvrir une récompense surtout. Allez, on poursuit dans l'actualité de votre région en images avec le 5 Info présenté aujourd'hui par Jérôme Gallo avec l'aide des rédactions du Télégramme. Une enseignante agressée au collège Saint-Exupéry à Vannes. Lundi, elle a été poussée violemment par un élève de 5e et s'est fracturé le poignet lors de sa chute. Ce mercredi, les enseignants ont fait valoir leur droit de retrait en signe de soutien et pour dénoncer la dégradation du climat scolaire. L'équipe pédagogique pointe un manque d'encadrement dans ce collège situé dans le quartier prioritaire de Minimur. 28 personnes évacuées de leur immeuble en flammes ce mercredi au petit matin à Brest. Le feu a pris dans un appartement du rez-de-chaussée de cette copropriété de 5 étages à recouvrance. Bloquées, 7 personnes ont fui par la grande échelle. Aucune victime n'est à déplorer. Un rideau embrasé accidentellement par une bougie serait à l'origine de l'incendie. Aucune sortie de crise en vue pour les pompiers du Morbihan. Au contraire, la CGT a entamé ce mercredi une grève reconductible pour réclamer un plan d'embauche et une revalorisation salariale. Le feu couvre depuis 2 mois dans les locaux du SDIS 56. Confronté au silence radio de la direction, je cite, la CGT tourne ses espoirs vers la médiation du préfet.
Le phoque est devenu la bête noire des pêcheurs bretons. Leur nombre ne cesse d'augmenter en mer d'Iroise et on les retrouve même en Finistère Sud. Une bonne nouvelle pour cette espèce protégée, moins pour les marins qui les accusent de dévorer leur pêche. Les professionnels du parc marin d'Iroise estiment à 20% le total de leurs pertes. Problème, rien n'est prévu pour les indemniser. Voilier sous spi, cap sur Guernesey. Les 89 bateaux du Tresco ont pris le départ en baie de Morlaix ce mercredi. Avec un vent sud-ouest d'une vingtaine de nœuds, la flotte multicolore ne devrait pas traîner en route. Après un jour de pause, ils repartiront samedi pour Perros-Guirec, puis direction Morlaix dimanche pour la dernière des 3 courses. Des secteurs en tension et un manque de main-d'œuvre, ce sont les principaux enseignements de la COSEF, la conférence des chambres consulaires qui représente l'artisanat, le commerce, l'agriculture et l'industrie dans le Finistère. Retour sur le bilan de l'activité économique dans le département pour l'année 2018 avec Romain Labbé. Peur du Brexit et manque de main-d'œuvre, 2 éléments qui ressortent du bilan économique de l'année 2018. Des résultats variables en fonction des secteurs, mais tous marqués par un contexte préoccupant qui n'a pas favorisé l'investissement. En 2018, il a chuté de moins 13% en Bretagne. Pour le président de la CCI, la situation politique anglaise va avoir un impact fort sur notre économie. Au-delà de l'adaptation du port de Roscoff aux nouvelles réglementations douanières, c'est toute une industrie qui est dans l'incertitude. L'autre inquiétude importante en ce qui concerne le Brexit concerne également la pêche, où nous sommes très concernés au niveau du département, notamment avec l'ensemble des ports de pêche du Sud Finistère qui sont les plus importants de France, mais aussi de toute la filière amont. Je pense aux mailleurs, je pense aux criers notamment, qui seront impactés également. Malgré certains points noirs, des secteurs sont bel et bien dynamiques en Bretagne, avec des créations d'entreprises, plus 3% en 2018, et un redressement fulgurant du bâtiment, plus 16,7% de mise en chantier de logements. Mais le problème majeur vient du recrutement de main-d'œuvre, des secteurs vieillissants et qui peinent à recruter. Du fait de la cessation pour raison de retraite d'un nombre conséquent d'agriculteurs dans les années qui viennent, il est évident que l'emploi reste la recherche de bras et d'une importance assez cruciale pour maintenir un volume de production sur la Bretagne. Un déficit qui se ressent également dans le monde de l'artisanat pour lequel 50% de ses effectifs demandent à être remplacés d'ici 5 ans. En résumé, l'économie finistérienne est en constante évolution. La solution viendra de sa capacité à s'adapter. 150 collégiens de 5 pays différents participent à une classe de mer européenne dans le Finistère. Les élèves du collège Mesquat de Landerneau accueillent des jeunes venus du Portugal, d'Espagne, d'Irlande, de Grande-Bretagne. Et ce mercredi, ils pouvaient suivent plusieurs visites, notamment l'Abbaye Bourbon, le remorqueur, l'Océanopolis, puis le chantier du GIP. Alban Baudoir, directeur du centre maritime de Moulins-Berg, explique comment est né ce projet. En fait, on est sur un programme européen, un projet sur lequel on a répondu pour la partie France, puisqu'on est 5 partenaires. Donc c'est un programme qui rentre dans le Erasmus+, projet européen. Et il y a 50 ans, on avait sur Moulins-Mer créé la première classe de mer en France. Donc la classe de mer qui est un principe de séjour scolaire où on alterne voile et découverte de l'environnement marin. Et donc ces activités-là, on a voulu les proposer à l'échelle européenne avec nos partenaires que sont le Portugal, l'Irlande, la Grande-Bretagne et l'Espagne. Il a en partie fondé le groupe Marquis de Sade en 1977. Le guitariste, producteur de musique et écrivain Franck Darcel a publié son 4e roman en mars dernier. Actuellement, il travaille avec le reste du groupe, reformé en 2017 pour leur 3e album, Portrait d'un artiste aux multiples facettes par Tara Lagoutte. Après une pause musicale de 39 ans, le groupe rennais Marquis de Sade a repris les enregistrements. C'est dans le studio de Renan Luce, à Saint-Jean-du-Doigt, qu'ils planchent sur leur prochain album. Dans la fin, l'autre qui est bien, c'est toujours un peu spécial de reprendre un ouvrage après tant d'années. On a conscience qu'il ne faut pas s'écarter trop de la mouture originelle et en même temps, ça serait idiot de ne pas se rendre compte qu'il y a eu entre-temps My Bloody Valentine, qu'il y a eu les Bad Seeds, qu'il y a eu des tas de choses. Le travail va être d'essayer de le faire sortir aux États-Unis. Je vais bientôt aller à New York pour enregistrer Ivan Julian, qui était le guitariste de Richard Hell. Il y aura également Richard Lloyd, qui était le guitariste de Television, qui est un groupe qui a beaucoup compté pour nous aussi. Il y aura James Chance au sax. Franck Darcel joue, compose et produit.
Mais le musicien prend parfois aussi la plume, comme pour son 4e roman Vilaine blessure, un polar noir écrit en 4 ans, dont 2 dédiés aux recherches sur le milieu judiciaire. Il a mis un bonnet, des lunettes noires, des gants fins et la fausse moustache qu'il aime accrocher sous son nez pour certaines missions de repérage. Une fois dans le magasin, il est surpris par les multiples odeurs qu'il accueille. L'histoire démarre le 1er juin 2019, donc c'est tout à fait contemporain. Ça se passe sur 3 semaines et pendant ces 3 semaines, la ville de Rennes va être en proie à un certain nombre de faits divers graves. Ces dernières années, j'ai passé beaucoup de temps en studio, donc en partie ici. L'écriture, c'était parce que j'avais envie d'écrire un roman, mais ça permet aussi de se changer les idées. Auteur ou musicien, Franck joue à plein temps sur tous les tableaux. Ce 3e album de Marquis de Sade, qui pourrait être le dernier, devrait être mixé cet automne pour une sortie prévue au printemps 2020. C'est un chantier de grande ampleur qui est sur le point de se terminer. D'ici quelques semaines, le château de Pontivy va rouvrir ses portes. 3 ans de travaux et une 50aine d'ouvriers ont été nécessaires pour reconstruire le mur effondré pendant les intempéries de février 2014. Des visites de l'édifice datant du XVe siècle sont prévues en juin. Aurore Coulon s'est rendue sur les lieux. Après 3 ans de travaux, le château des Rohan a retrouvé son aspect d'origine. En 2014, à cause de fortes intempéries, cette courtine s'effondre. Il faut alors tout reconstruire et trouver les 2,9 millions d'euros nécessaires. Un appel aux dons a été fait, qui nous a rapporté un peu moins de 160 000 euros aujourd'hui, mais qui reste toujours ouvert. Si l'achèvement de la reconstruction de la courtine est actuel, nous avons encore beaucoup de travaux de mise aux normes aujourd'hui et d'accessibilité à l'intérieur de ce château avant de pouvoir l'ouvrir au public définitivement. La rénovation de la courtine a permis la création d'une nouvelle salle en vue d'accueillir le public. Il restera encore de nombreux travaux, normalement la mise aux normes de l'électricité, le fait d'avoir fermé l'enceinte pendant de nombreuses années a généré évidemment énormément de dysfonctionnements. Construit à la fin du XVe siècle, l'extérieur du château est un témoin de l'histoire. Il appartenait à l'une des plus puissantes familles du duché de Bretagne. Le château fait partie de Pontivy et il y a vraiment une appropriation de ce château. L'intérieur du château a toute une histoire, mais l'extérieur, on peut aussi en parler pendant des heures. En juin, les visites pourront se poursuivre sur le site de fouilles archéologiques exceptionnellement accessible au public. Pendant les travaux, une 4e tour et 2 fours ont été découverts. Cette partie du site sera ensuite recouverte. Voilà, cette édition est terminée. Merci de l'avoir suivi. Tout de suite, vous retrouvez l'Instant T présenté par Xavier Patrijon qui reçoit notamment Sophie et Mathilde Herriot, auteur d'un documentaire sur l'Europe, et puis aussi Tom Corby, meilleur ouvrier et créateur de robes de mariée. Pour notre part, on se retrouve lundi à 19h pour un nouveau JT Breton. Je vous souhaite un très bon week-end et un bon pont de l'Ascension. Merci, à très bientôt.